je lui propose de nous dire quelques mots sur l'entreprise. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez, c'est bon? On vous Oui, entend, très c'est bien. bon, monsieur. Voilà, oui, très rapidement, donc je suis Jean Patenay, président de la société Moules et Outillage de Bourgogne, qui est basée à côté de Chalon-sur-Saône. Donc, Moules et Outillage de Bourgogne, c'est une société que j'ai créée en 2004 avec quelques associés. Donc, comme je vous disais, c'est une société que j'ai créée en 2004, en fait, pour un secteur, je reviendrai un petit peu après sur l'activité très rapidement, mais en fait, on est mouliste, on fabrique des moules pour injecter des pièces en cire qui vont servir après dans l'industrie de la fonderie cire perdue. Je reviendrai un petit peu plus tard. Juste ici, le premier slide, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes évolutions depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Juste pour dire que chez nous, alors on ne parlait pas en 2004 encore, on avait beaucoup moins parlé de l'industrie du futur, mais enfin chez nous, l'ADN de la société a toujours été voilà, d'avancer, de faire des sauts technologiques pour répondre aux exigences du marché en termes de qualité, en termes de respect de délai, d'engagement, etc. Donc, quand on a commencé l'activité en 2004, on est parti sur les cendres d'une société qui avait été liquidée. Donc, on avait repris les locaux et les machines, mais des machines d'ancienne génération qui étaient plus très fiables en termes de productivité, etc. Donc, très rapidement, on a fait un premier pas en 2005 avec un investissement d'un centre usinage grande vitesse 3 axes. Très rapidement derrière, en 2007, on en a acheté un deuxième. Puis en 2010, on a franchi le cap de l'usinage grande vitesse 5 axes, avec un deuxième centre également en 2012. Ensuite, on était un petit peu à l'étroit dans les locaux qu'on occupe à ce moment-là. Donc, on a fait construire un bâtiment en 2015, un bâtiment tout neuf. Vous voyez un petit peu la photo en dessous. Et voilà, pour nous permettre de continuer un petit peu l'évolution de la société. En 2016, donc c'est à ce moment-là qu'on a fait l'investissement du robot. Donc, on y reviendra un peu plus en détail après, parce que c'est l'objet de l'intervention. Et puis derrière, on a continué un petit peu d'évoluer dans l'industrie qu'on appelle de plus en plus maintenant l'industrie du futur, avec de l'impression 3D et du scan 3D. Voilà, on y reviendra un petit peu en détail aussi un peu plus loin. Donc l'activité, voilà, on peut passer au slide suivant. Donc l'activité, bon, en quelques mots, hein, c'est pas l'objet de la session d'aujourd'hui, mais notre activité, en fait, voilà, on est mouliste pour la cire perdue. Si M. Vallée peut passer le slide. Voilà. Donc la cire perdue, bon, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est un procédé de fonderie qui permet d'obtenir des pièces à très forte valeur ajoutée en termes de précision, en termes de design de pièces, etc. Et voilà, il y a une particularité, contrairement à la fonderie traditionnelle, fonderie sable, de partir d'un modèle à usage unique, parce que c'est pour ça qu'on appelle cire perdue. Donc, à partir de ce modèle en cire, on va produire des pièces en métal, en acier ou en d'autres matières métalliques, pour différents secteurs. Bon, là, j'ai pris un exemple du secteur aéronautique où on fait beaucoup de dopage, beaucoup de pales, etc. Mais bon, comme je le disais, c'est des modèles à usage unique. Ce sont des modèles à usage unique. Donc, du coup, pour produire ces modèles, on est obligé d'avoir des moules d'injection pour les produire en série. Donc, nous, notre métier, c'est ça, c'est de fabriquer ces moules. Donc, nos marchés, bon, je parlais de l'aéronautique, on est aussi sur le secteur du médical et de tout ce qui est énergie, turbine à gaz, turbine vapeur. Alors, ce n'est pas un choix de l'entreprise, hein, c'est simplement qu'on suit le marché de nos clients. Après, au terme d'intervention, bah, évidemment, on travaille beaucoup en France, avec des acteurs en France, européens, en Belgique, en Angleterre, enfin, les pays un peu autour de la France. Et puis, on travaille aussi beaucoup à l'international, Moyen-Orient, Amérique du Sud, États-Unis, un peu la Chine, etc. Voilà. Donc, vous avez investi dans la robotisation d'un poste de chargement-déchargement d'un centre d'usinage. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'origine de ce projet, comment il est né et comment vous l'avez conduit? Oui, bien sûr. Donc, la naissance de ce projet, en fait, l'idée de départ a été émise par un de nos salariés qui réfléchissait un petit peu à l'évolution et qui me parlait de robotisation.
Alors c'est vrai qu'au départ, il a fallu un certain temps pour que cette idée mûrisse un petit peu, parce que quand on parle robotisation, on parle grande série, production à fort volume, etc. Alors que dans le moule, on est plutôt, voilà, on est sur de la gestion de projet, on est sur l'unitaire. Donc il a fallu déjà un petit peu intégrer le fait qu'on pouvait adapter la robotisation à du travail unitaire. Et puis, bon, voilà, ça a pris quelques mois, peut-être même années, pour que cette idée fasse son chemin dans ma tête. Et on a eu l'opportunité enfin, il y a eu le lancement, alors l'année, je crois que c'était en 2014, quelque chose comme ça, 2014 peut-être, ou 2013 même, le lancement du programme RoboStart PME, et qui justement était vraiment adapté à notre situation, puisque ce programme, donc, qui était un accompagnement via le CETIM, permettait non seulement effectivement d'implanter un robot dans un atelier, mais avant cela de réfléchir au fait que l'idée était adaptée à une production et que ce n'était pas simplement une vue de l'esprit ou qui pouvait conduire à une erreur stratégique. Donc il y a déjà cette période d'accompagnement, on va dire, de validation de l'idée pour la transformer en projet. Et donc voilà, donc on a adhéré à ce programme RoboStart PME. Et du coup, on a été accompagné. Bon, il y a également de l'accompagnement financier qui n'est pas négligeable, mais principalement un accompagnement avec des experts dans le monde de la robotique. Alors, comme je le disais, des experts stratégiques déjà qui nous permettent de valider que le projet était bien fondé et que c'était pas simplement, enfin, que ça n'allait pas conduire à une erreur. Donc ça, c'était déjà important. Et puis ensuite, derrière, une fois que le projet a été validé, on est accompagné par une personne plus technique cette fois voilà, qui avait beaucoup d'expérience dans le monde de la robotique, de l'automatisation de certaines opérations. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé, parce que quand on dit robotique, alors ok, on franchit le pas, mais si on est tout seul, on peut se poser, on robotise quelle machine, pour quel type de production, est-ce qu'il faut passer toutes les pièces, est-ce qu'il faut sélectionner certaines pièces qui seront plus adaptées à ça, etc. Donc ça nous aide aussi également à nous poser, puis à réfléchir un petit peu, à nous aider à mettre bien les choses dans les cases et vraiment de choisir le type de production, les types de pièces qui vont pouvoir répondre au mieux à nos attentes. Donc ça, c'est déjà un premier point, parce que c'est vrai qu'autrement, on se sent un peu perdu, hein, quand on n'a pas trop l'habitude de travailler avec ce genre d'équipement. Très important également, l'expert nous aide également à établir un cahier des charges, parce qu'il y a robot et robot, hein, c'est comme dans tout secteur. Donc nous accompagner pour établir un cahier des charges bien précis, avec des objectifs bien identifiés. Et puis, suite à ce cahier des charges, la recherche de fournisseurs, validation d'un fournisseur, et puis également, jusqu'à la fin, l'accompagnement dans la mise en place et puis la validation du projet. Enfin, je trouve que c'est à chaque fois qu'on a fait un saut technologique, hein, je vous montrais sur la diapo d'avant, on est passé à l'usinage grande vitesse. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu désuet, mais c'est vrai qu'au départ, c'était quand même, pour nous, ça représentait quand même un saut assez important, que ce soit pour le 3 axes, le 5 axes et tout ça. On s'est toujours fait accompagner par le CETIM, encore une fois, parce qu'on travaille beaucoup avec eux. Et à chaque fois, voilà, ça nous aide vraiment à nous guider, à ne pas faire d'erreurs, parce que bon, c'est vrai qu'un investissement important quand même pour une société comme la nôtre, ça peut avoir des conséquences dramatiques si on n'a pas choisi le bon équipement, si on s'est trompé dans la gestion du projet. Donc je pense que c'est hyper important, on a toujours été bien accompagné. Et donc, quelles ont été les retombées de la robotisation, que ce soit en interne ou en aspect image de marque ou ce genre de choses? C'est vrai que en termes des apports, on s'est fixé des objectifs. Évidemment, pourquoi on veut faire de la robotique? Est-ce que c'est simplement pour faire joli dans l'atelier? Non, pas du tout. Il y avait vraiment un objectif quand même de rentabilité, de fluidité dans la production. Parce qu'en fait, bon, chez nous, on travaille en journée, on n'a pas de poste très occasionnellement, mais en règle générale, on travaille plutôt en journée. Donc c'est vrai que les machines, bon, peuvent tourner toutes seules, mais à partir du moment où l'usinage est terminé, si vous n'avez pas un opérateur pour changer la pièce, la machine attend que l'opérateur revienne. Donc c'est vrai que le fait de mettre un robot, alors je ne sais pas si on l'a dit au départ, mais c'est un robot chargement-déchargement d'un centre d'usinage qui permet de sortir les pièces de la machine après l'usinage et puis d'en mettre de nouvelles pour continuer l'usinage. Donc du coup, ça nous a permis d'élargir complètement la plage de possibilités en termes d'usinage, puisque
autant les salariés travaillent en journée, la machine, elle, du coup, pouvait travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on a augmenté on appelle chez nous temps masqué, on appelle partout, mais le facteur temps masqué, voilà, qui est un facteur très important chez nous, puisque bon, en termes de rentabilité, on est quand même sur d'autres coûts. Donc l'objectif, c'était vraiment de doubler, voire même tripler la possibilité de temps masqué chez nous. Alors bon, après, l'objectif, on peut considérer qu'il est atteint. Après, ça dépend vraiment du niveau de production, du type de pièce qu'on peut passer. Mais globalement, on peut admettre que l'objectif a été atteint en termes de productivité, de compétitivité. Après, au niveau des salariés eux-mêmes, ou voilà, de la mise en place, déjà, il y a eu un gros travail de communication. Le projet a été mené avec les opérateurs, donc les opérateurs étaient investis dans ce projet. Et bon, on a tout de suite communiqué énormément sur le fait que le robot n'allait pas remplacer des personnes dans l'atelier. Et ça, je pense que c'était hyper important, parce que bon, c'est vrai que l'image qu'on peut se faire d'un robot, c'est qu'on remplace 3 salariés par un robot. Bon, ça peut être vrai dans certaines situations, mais pas chez nous. Donc du coup, on a déjà fait un travail de communication là-dessus et l'implication des salariés. Et au contraire, la conséquence, c'est que, bon, effectivement, si on passe beaucoup plus de pièces sur nos machines, bon, encore une fois, hein, dans le moule, on fait du travail unitaire, hein, de la pièce unitaire. Donc, ce qui veut dire plus d'usinage, demande également plus de préparation en amont, plus de FAO, etc. Donc, du coup, on a plutôt développé les compétences et les polyvalences des salariés pour pouvoir répondre à cette nouvelle organisation. Donc, plutôt des points plutôt positifs. Ok, donc le temps passe très vite. J'avais juste une dernière question, puisque Mob est dans une démarche continue vis-à-vis de l'industrie du futur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des autres projets, et entre autres d'un projet que vous avez mené il n'y a pas longtemps? Oui, tout à fait. Effectivement, après la robotisation, on a continué un peu nos évolutions et dernièrement, ça a été mis en place en 2018. Donc, on a mis en place une unité d'impression 3D et de scan 3D. L'impression 3D, ce n'est pas de l'impression mécanique, hein, c'est de l'impression plastique. Et en fait, c'est pour accompagner nos clients dans leur développement quand ils ont besoin d'une mise en place, d'une validation d'un process de fonderie sur une nouvelle pièce, avant d'investir dans l'outillage et puis de mettre de l'argent dans un outillage qui peut éventuellement être à modifier derrière. On leur propose d'imprimer directement les pièces dans une matière castable comme la cire. Et en fait, voilà, ils peuvent faire déjà des essais de validation avant de figer leur cahier des charges et d'investir dans l'outillage d'injection. Donc ça, c'est une machine qui imprime sur lit de poudre PMMA. On peut imprimer des pièces jusqu'à 1000 par 600 par 500. Déjà de la pièce de grande dimension. Et en parallèle de ça, on a effectivement investi dans un système de scan 3D pour pouvoir valider la géométrie des pièces imprimées et voilà, pour pouvoir livrer à nos clients. Voilà, Merci beaucoup. Ça passe très vite. On pourra en parler plus longtemps, mais bon, voilà.